Yuk était un alchimiste solitaire qui a quitté le groupe le plus fort de la ville car on le traitait comme un moins que rien. Mais quand il découvre que ses jolis ex-élèves ont besoin d'un chef, il révèle sa vraie force pour rejoindre leur groupe. Et elles deviennent accros à sa puissance brute et font des trucs coquins pour qu'il s'occupe d'elles. Tout a commencé un jour après un raid réussi dans un donjon. Yuk a tapé sur la table, annonçant qu'il arrêtait ce boulot parce qu'il ne le payait pas assez. Cependant, tout le monde s'est moqué de lui car il le pensait de toute façon inutile. Le lendemain, Yuke cherchait du travail comme un stagiaire recalé. La réceptionniste, nommée Mamaruru, était surprise car il était dans le meilleur groupe, mais elle lui a quand même donné le formulaire. À ce moment-là, une fille nommée Marina lui a sauté dessus pour le remercier d'avoir formé son équipe autrefois. Mais quand elle a compris qu'il était fauché et cherchait du travail, elle lui a proposé une place dans son petit groupe. Après ça, Yuk a vu Silk et Rin, les autres membres du groupe, aussi ses anciennes élèves, et elle n'en revenait pas qu'un aventurier de rang B rejoigne un groupe de rang des débutants. Ensuite, ils sont partis pour leur première quête, collecter du minerai de fer magique. Mais quand Yuk a vu Marina prospecter avec un bâton minable, il n'a pas supporté cette pauvreté et a sorti une lanterne de détection pro pour faciliter le travail. Silk craignait que l'huile de la lanterne ne coûte trop cher pour elle, mais Yuk leur a dit qu'il l'avait fabriquée lui-même grâce à l'alchimie. Soudain, des monstres sont apparus, et les filles ont agi aussitôt, tandis que Yuk les boostait avec sa magie, leur permettant de les éliminer en un instant. Marina était choquée par sa puissance, mais le gars a balayé ça comme si c'était une simple routine. Au deuxième étage, ils ont été attaqués par des mineurs morts, mais le groupe les a balayés d'un seul coup. Ensuite, Yuk a versé de l'eau bénite au sol, surprenant les filles car ça coûte normalement un bras, mais Yuk l'avait fait lui-même. Quelques heures plus tard, ils ont combattu d'autres monstres et récolté les minerais. Mais ils ont vite vu que ça ne suffisait pas, alors Yuke a suggéré de battre le boss de l'étage pour passer au 6e. Les filles ont tout de suite paniqué, pensant que le boss serait trop fort pour elles, mais Yuke leur a dit de ne pas s'en faire. Au 5e étage, alors que Yuk s'apprêtait à affronter le boss, il a lancé un drone pour diffuser son combat en direct. Il a ensuite demandé aux filles le nom de leur groupe, mais elles ont répondu qu'elles n'en avaient pas encore choisi. Alors Marina a sorti le nom Clover de nulle part, disant que ça correspondait à leur nombre, et tout le monde a accepté. Yuk a ensuite formé une barrière protectrice autour de lui et a ouvert la porte pour affronter le boss. Il a aussitôt ralenti le monstre en lançant 5 sorts à la fois, puis a intensifié la force sur lui, l'écrasant net. Les filles étaient ravies, et elles ont enfin ouvert un coffre plein de minerais magiques, scellant le succès de leur première quête. Le lendemain, les filles ont soudainement demandé à Yuk de devenir leur chef, et bien qu'il ait hésité, elles ont insisté car il était plus expérimenté et avait été leur professeur. Il s'est dit que ça l'aiderait à mieux les protéger des dangers futurs, et il a donc accepté, tout en leur demandant de le prévenir s'il commençait à agir comme Joe Biden. Pendant ce temps, l'ancien groupe de Yuk, Thunder Pike, galérait dans un donjon, car les monstres étaient trop forts pour eux. L'un d'eux a été grièvement blessé pendant la quête, et ils ont dû se replier en lieu sûr immédiatement. Le chef, tenant la victime, a demandé aux autres s'ils avaient une potion, mais ils ont tous répondu qu'ils n'en avaient pas car c'était la tâche de Yuk. Un peu plus tard, Yuk a vendu les objets de la quête précédente et a apporté les bénéfices à son groupe. Mais sans qu'ils le sachent, les Thunder Pike étaient dans le même bar et ses perdants s'accusaient mutuellement pour leur échec au donjon. Le groupe, comme d'habitude, a tout mis sur le dos du nouveau qui a remplacé Yuk et il s'est fâché, les traitant de nuls avant de démissionner. Yuk a entendu la voix du gars à ce moment-là et a trouvé la situation familière, avant de réaliser que c'était son ancien groupe juste en face. Choqué, il s'est demandé ce qu'il faisait là. Juste après, un extrait du combat épique de Yuk contre le boss s'est affiché sur l'écran du bar, surprenant son groupe par la vitesse du buzz. Les Thunder Pike ont aussi vu l'extrait et ont été offensés, disant que Yuk prenait la grosse tête dans son nouveau groupe de barans. Yuk et les filles fêtaient leur victoire, mais un gros moche dans un coin détestait Yuk pour des raisons inconnues. Le lendemain, à la guilde des aventuriers, Yuk cherchait une quête équilibrée pour ses 3 filles et la réceptionniste lui a proposé une quête de rancé, rapporter 3 pierres de la cascade de Yoman. Yuk était surpris que ce soit du rancé, car c'était trop facile même pour du randé. Il s'est alors dit qu'il devait y avoir un piège pour que la quête soit classée en rancé. C'est alors que la réceptionniste a révélé qu'une bête magique géante y vivait désormais, et Yuk a pensé que ça boosterait le score des filles. Les filles sont arrivées, et il a tenté de leur expliquer les risques, mais Marina a accepté tout de suite sans vraiment écouter les détails. Les autres filles ont accepté aussi, et la réceptionniste a immédiatement imprimé la quête pour eux avant d'aller l'enregistrer.
Yuk a fini par révéler qu'une bête magique rôdait là-bas et a précisé qu'il était encore temps d'annuler. Mais Silk a refusé à cause des points nécessaires, affirmant qu'elle ne risquait rien avec lui, alors Yuk leur a dit d'aller se préparer. La réceptionniste est revenue avec la quête signée et lui a dit que leur stream avait dépassé les 10 000 vues et que les fans en redemandaient. Yuk était surpris, mais il a dit qu'il streamerait aussi leur prochaine aventure pour mettre les filles sous les projecteurs. Pendant ce temps, le gros moche de tout alors suivait Yuk, toujours furieux de le voir en vie. En quittant la guilde, Yuk a remarqué qu'on le suivait et s'est vite réfugié dans un coin. Mais le gros s'est montré, lui ordonnant de quitter le groupe Clover. Yuk a refusé, car il venait littéralement de les rejoindre la semaine d'avant. Le gars s'est alors emporté et a dégainé son épée, disant qu'il avait postulé avant lui, mais les filles l'avaient ignoré. Voyant l'épée, Yuk a discrètement lancé un sort sous ses pieds, et quand il a voulu l'attaquer, le gars a glissé et s'est évanoui net. Plus tard, Yuk a interrogé les filles sur ce gars, et elles ont confirmé qu'il les harcelait malgré son manque de talent. Yuk changea de sujet et commença à parler de leur mission. Il leur dit que comme ils ignoraient à quel genre de bête magique ils faisaient face, il lancerait un direct dès leur entrée dans le donjon pour que la guilde puisse surveiller et envoyer des renforts si la bête était trop puissante pour eux. Arrivé à la forêt, Yuk lança immédiatement son drum magique, et alors qu'il s'enfonçait dans les bois en se demandant où était la bête, une créature massive appelée Zarnak surgit soudain pour les accueillir. Yuk fut choqué que le roi des bêtes du Grand Nord soit en un tel lieu, et comprit que son groupe n'était pas assez fort pour l'affronter. Il demanda aussitôt aux filles de reculer et dit à Marina de protéger les autres. Mais elle s'y opposa, tout comme les autres, affirmant qu'elles affronteraient le monstre avec lui car il était aussi trop puissant pour lui seul. Yuk fut surpris et activa immédiatement un enchantement physique sur eux quatre alors qu'ils se préparaient à combattre le Zarnak. Les filles chargèrent et attaquèrent aussitôt, mais le monstre les remit à leur place, laissant Marina seule encore debout. Yuk se dit que c'était mal engagé et comprit qu'une seule magie pouvait l'arrêter. Il demanda donc à Marina de lui gagner du temps pendant qu'il lançait son sort ultime. Après avoir agité ses mains un instant comme un apprenti Doctor Strange, il dit à Marina de s'écarter puis déchaîna une puissante explosion sur le monstre. Le monstre subit d'énormes dégâts, mais tint bon et fonça vers eux, alors Rin invoqua immédiatement un éclair. Mais le monstre restait debout, au grand désespoir de Yuk, qui ordonna alors à Marina d'aller lui trancher la tête sans attendre. Marina passa à l'action et lui trancha la tête comme du pain, terrassant enfin le monstre. Ensuite, Yuk se sentit étourdi, ayant épuisé beaucoup de mana, mais il était ravi que ce direct mette les filles en avant, car on n'attendait pas d'aventuriers ordinaires qu'ils battent un tel monstre. Pendant ce temps, en ville, tout le monde était stupéfait que ce groupe de barans ait vaincu le Zarnak, mais Simon, le chef de Thunderpike, qui avait aussi vu le direct, était furieux. Une semaine plus tard, le groupe Clover fut convoqué au bureau du maître de guilde, et les filles devinrent nerveuses en l'attendant, se demandant pourquoi il voulait les voir. Yuk répondit que c'était sûrement à cause du Zarnak, vu que la quête aurait dû être de Randé, mais la guilde l'avait confiée à un groupe de Randé. Le maître de guilde, Benwood, apparut bientôt et tenta aussitôt de les intimider, mais Yuk lui dit hardiment d'arrêter son cinéma. Alors Benwood le frappa comme un père fier, ravi de voir qu'il avait abandonné sa politesse superflue. Ensuite, Benwood leur dit de s'asseoir et demanda à Yuk ce qu'il en pensait. Yuk révéla qu'il pourrait s'agir d'un débordement, et qu'il fallait donc enquêter immédiatement. L'assistante de Benwood se mit aussitôt au travail tandis que Marina demandait bêtement à Yuk ce qu'était un débordement, et il lui répondit que c'était explicite. Yuk ajouta que cela pourrait mener à une bousculade où les monstres foncent en troupe vers les villes et causent des destructions massives. Benwood se leva enfin et leur dit que la guilde s'occuperait de l'enquête, mais il s'excusa de les avoir exposés à un tel danger. Les filles furent choquées et répondirent qu'ils n'avaient pas à le faire, car elles s'en sortaient très bien avec Yuk à leur côté. Benwood leur dit alors que, Yuk mis à part, elles étaient aussi très capables, et que pour cette raison, il envisageait de les promouvoir au rancé. Yuk demanda si cela ne posait pas de problème, mais Benwood répondit que c'était une décision de l'association de la guilde, vu qu'un aventurier de rang A comme lui les accompagnait. Yuk fut surpris et précisa qu'il n'était que de rang B, mais Benwood lui dit d'arrêter son baratin car l'attaque de missiles prismatiques utilisée pour vaincre Zarnak était un nouveau sort unique, ce qui signifiait qu'il pouvait être considéré comme un rang A. Benwood le promut immédiatement et lui donna un formulaire à signer. Les filles étaient ravies, et elles s'assirent toutes ensemble après cela pour encenser Yuk pour sa nouvelle réussite. Ensuite, ils comptèrent l'argent gagné lors de la bataille et réalisèrent qu'ils avaient atteint leur objectif d'épargne pour la base qu'ils prévoyaient d'acheter. Plus tard cette nuit-là, alors que Rin servait un verre à Yuk, elle lui demanda quel était son rêve, ce qui le surprit, et il lui demanda pourquoi elle posait la question.
Elle expliqua que puisqu'ils avaient atteint leur propre objectif, elle voulait connaître son rêve pour pouvoir fixer leur prochain but. Il répondit que son rêve était d'affronter le niveau le plus profond du donjon, les ténèbres achromatiques, ce qui fit s'étouffer les filles avec leurs verres car c'était le seul donjon doté d'une porte des abysses menant au souterrain. Il leur dit qu'il voulait voir les confins de ce monde de ses propres yeux car l'un de ses oncles très respectés avait autrefois relevé le défi mais y avait laissé la vie, alors depuis lors, il désirait lui aussi essayer un jour. Les filles suggérèrent d'y aller, mais il leur dit qu'ils auraient besoin de la permission du gouvernement pour cela, et qu'ils devraient aussi être un groupe de rang A. Les filles furent emballées par cela et se fixèrent comme nouvel objectif d'aider Yuk à réaliser son rêve un jour. Au cours du mois suivant, le Clover accepta plusieurs quêtes et devint une véritable sensation dans le milieu des aventuriers. Cela rendit les Thunderpike furieux, car leur propre groupe enchaînait les échecs, mais ses perdants ne se remettaient jamais en question et continuaient de blâmer le manque de recrues de qualité. Pendant ce temps, l'une d'entre elles, nommée Jamie, était seule dans sa chambre, se sentant mal en regardant les livestreams épiques du Clover. Les idiots de Thunderpike réalisèrent que Yuk était finalement très utile et pensèrent à le rappeler dans le groupe en augmentant son salaire, puisque c'était la raison de son départ de toute façon. Alors que Yuk et ses acolytes étaient en route pour voir un aventurier légendaire, ils tombèrent soudainement sur Simon. Il demanda aux filles d'entrer pendant qu'il parlait à Simon, lui demandant ce qu'il pouvait bien vouloir. Simon lui demanda de revenir dans le groupe, proposant de l'aider à réaliser le rêve dont il parlait depuis qu'ils étaient jeunes. Mais Yuk ne fut pas impressionné et déclina l'offre sans réfléchir, ce qui choqua Simon. Simon essaya de le faire culpabiliser en disant que c'était sa faute si le groupe était en difficulté et qu'il devait en assumer la responsabilité. Mais Yuk le fit taire et partit rejoindre son groupe. Quelques jours plus tard, Yuk arriva avec une demande d'une société de production d'équipements de combat nommée Hurty, demandant aux filles d'aider à promouvoir l'un de leurs nouveaux produits. La quête consistait à conquérir un donjon en portant l'armure de la société, et la vidéo serait utilisée pour la promotion. En entendant cela, les filles furent ravies et commencèrent à s'arranger les cheveux pour améliorer leur apparence. Elles découvrirent ensuite dans les conditions générales que toute armure utilisée pour le combat leur appartiendrait, et furent encore plus excitées car Hurtys était connu pour ses excellents produits. Elles acceptèrent donc de relever le défi immédiatement. Les filles demandèrent où se trouvait le donjon, et Yuk révéla qu'il s'agissait du donjon des ruines d'Ayen dans une ville appelée Qualto. Le jour de l'aventure, les filles apparurent équipées de leur nouveau matériel, et Yuk fut ébloui par leur beauté soudaine. Les filles étaient très impatientes de vivre cette aventure, et quelques instants plus tard, elles entrèrent dans le donjon. Yuk expliqua que le donjon n'avait que 4 niveaux de profondeur, la mission était donc d'atteindre le 4e étage et de traverser vers le donjon de la cité abandonnée, qui se trouvait à la base. Ils arrivèrent à l'atrium, et Yuk leur dit qu'ils devraient utiliser les escaliers. Mais Marina a demandé pourquoi ils n'utilisaient pas de corde pour descendre plus vite. Alors Yuk a ramassé une pierre et a essayé de la jeter, mais elle a fait des étincelles. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas car l'atrium était devenu un labyrinthe, et la distorsion de phase bloquait tout. Juste après, on voit que Rin bouillonnait et a demandé ce qu'il avait fait de mal. Marina a révélé que c'était parce que Rain avait changé son ruban, et que cet idiot n'avait rien dit. En entendant cela, Yuk l'a complimenté aussitôt, et Rin l'a serré dans ses bras. En s'enfonçant dans le donjon, Yuk a trouvé un sol brillant comme un portail, mais il a compris que c'était un piège et a sorti sa baguette. Des pointes ont jailli du sol et des murs, choquant les filles qui savaient qu'elles auraient fini en brochette sans Yuk. Ils sont allés plus loin et ont soudainement trouvé des orques qui les attendaient. En voyant les orques, Silk s'est agité et a voulu tirer ses flèches car c'étaient les ennemis des elfes, mais Yuk l'a calmé. Il a utilisé un enchantement physique et avec leurs attaques combinées, ils ont tué les monstres en 1 minute. Ensuite, Marina a trouvé un parchemin sur un orque que Yuk a identifié comme un mémorandum de révélation de capacité. Silk s'est demandé pourquoi un monstre si faible en avait un, et Marina a suggéré de le vendre. Mais Yuk a dit que ce serait du gâchis car il était abîmé et a décidé de le réparer grâce à l'alchimie. Ils ont alors suggéré que Marina l'utilise, car c'est elle qui en avait le plus besoin pour ses capacités. À ce moment, un coffre est apparu, et peu après, pendant leur repos, Rin s'extasiait sur le sac magique trouvé dedans. Ils ont continué à explorer le donjon, avec Yuk qui jacassait comme d'habitude sur l'histoire du lieu. Ils sont arrivés au 4e étage, et Yuk a parlé des traqueurs d'ombre qui gardent la porte, invisibles depuis 10 ans. Pendant qu'il parlait, Marina a soudainement vu un traqueur d'ombre et a prévenu le groupe. Ils étaient terrifiés, mais Yuk les a rassurés en disant qu'ils ne pourraient pas attaquer à cause de la barrière. Pourtant, Yuk est resté bouche bée quand le tracker a traversé la barrière pour atterrir devant eux. Yuk a vite érigé une barrière multi-enchantée, mais le tracker l'a brisée d'un coup et a projeté Marina au sol.
Yuk était choqué et s'est avancé pour affronter le monstre, pendant que Rin s'occupait de Marina. Quand Yuk a chargé avec une autre barrière, le monstre l'a encore brisé. Comprenant qu'aucune barrière ne tiendrait, il a utilisé l'ombre clignotante. Il a réapparu derrière lui, mais alors qu'il tentait le coup de grâce avec des enchantements, le monstre l'a repoussé avec de la magie noire. Les autres filles l'ont couvert, et Rin a essayé de le soigner tout en tentant d'aider ses amis en même temps. Cependant, le tracker d'ombre a esquivé toutes les attaques et a fini par les taillader toutes. Il a ensuite lancé une attaque multicanon qui aurait tué Silk, mais Yuk l'a sauvé de justesse. Yuk était furieux que le monstre ait failli tuer ses amis et a lancé plusieurs sorts de rage, désarmant le démon. Et puis les trois filles ont combiné leurs attaques simultanément, envoyant enfin le monstre dans le royaume des ombres. Ensuite, Yuk a interrogé Rin sur ses découvertes sur le monstre, et elle a révélé que c'était un mort-vivant au mana désordonné qui n'aurait pas dû exister. Cela signifiait que c'était un autre cas de débordement, et en entendant cela, Marina a demandé quelle serait leur prochaine étape. Mais Yuk a dit qu'il devait d'abord finir la quête, mais il leur a dit qu'il signalerait la situation à la guilde après la quête pour qu'ils puissent mener d'autres enquêtes si nécessaire. Ils ont continué à marcher et à bavarder comme d'habitude, et ont bientôt atteint la porte d'entrée du donjon de la ville abandonnée. Après la quête, Yuk est retourné voir les filles, après avoir informé la guilde de la situation et soumis les images. Il a dit aux filles qu'elles pourraient être interrogées, elles devaient donc rester en ville pendant quelques jours. Et pendant qu'ils y étaient, ils ont décidé de faire un tour de cette ville inconnue. Pendant ce temps, le groupe Thunder Pike subissait toujours les conséquences du renvoi de Yuk. Ils sont partis en quête après s'être plaints un moment, mais ont fini par échouer à nouveau. La réceptionniste a prévenu que s'ils continuaient à échouer ainsi, ils pourraient être rétrogradés à un rang inférieur. Elle a suggéré qu'ils acceptent des quêtes plus faciles à la place, mais cela a énervé l'idiot arrogant nommé Simon qui a crié qu'ils étaient des aventuriers de rang A. Mais la fille lui a balancé le fait qu'ils ne produisaient pas de résultats dignes de ce nom. Le groupe de perdants s'est ensuite réuni dans un bar, réfléchissant et boudant à propos de ce que la réceptionniste leur avait dit. L'un d'eux a suggéré de ramener Yuk immédiatement puisqu'il s'était maintenant fait 1 an. Simon a accepté mais a dit qu'il avait besoin de quelque chose pour intéresser Yuk. Il a ensuite dit qu'il devait s'attaquer aux ténèbres achromatiques s'il voulait attirer l'attention de Yuk, choquant le reste de l'équipe. Simon a expliqué que comme cela avait toujours été le rêve de Yuk d'y aller, il sauterait certainement sur l'invitation. Il a ajouté qu'il pourrait faire équipe avec un autre groupe et faire semblant de s'attaquer aux ténèbres achromatiques sans trop de sérieux, juste pour l'attirer. Cela semblait être un excellent plan, mais Jamie n'était pas du tout impressionné par les bêtises qu'il prévoyait. Pendant ce temps, Yuk et les filles sont allés voir la nouvelle propriété pour leur base de groupe, et après leur avoir montré l'une des options, l'agent a décidé de les emmener à la deuxième option. Mais en chemin, les filles ont remarqué que Yuk était mal à l'aise et lui ont demandé ce qui n'allait pas. Il leur a dit que la base de Thunder Pike était tout près, et en entendant cela, les filles sont immédiatement allées voir l'agent immobilier. Elles choisiraient la première option. Yuk était choquée et a essayé de leur dire qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui, mais elles lui ont dit qu'elle ne voulait pas avoir les Thunder Pike comme voisins de toute façon, alors ils sont retournés à la maison précédente et ont tout installé comme leur nouvelle base. Les filles ont soudainement demandé à Yuk de choisir la chambre qu'il voulait, le surprenant car il ne pensait pas qu'il était convenable de rester avec elle plus qu'il était le seul homme parmi elles. Cependant, les filles lui ont dit qu'elles lui faisaient confiance parce qu'il ressemblait à un puceau innocent qui ne toucherait jamais les filles, même si elles étaient nues. Plus tard dans la soirée, pendant qu'il mangeait, il a été annoncé sur leur écran plat que le groupe Thunder Pike, ainsi que d'autres bouffons, mènerait une enquête sur les ténèbres achromatiques. Cela a attiré l'attention de Yuk, mais après avoir réfléchi un instant, il a dit aux filles que s'il était vrai que c'était son rêve d'y aller, les détails du rêve avaient un peu changé. Maintenant, ils voulaient aller ensemble à la porte de l'abysse avec les filles et diffuser le tout en direct. Juste à ce moment-là, il a reçu une lettre lui demandant de repérer l'aventure vers les ténèbres achromatiques. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à la guilde pour voir ce qu'il en était, pour découvrir que c'était une demande du groupe Thunder Pike. Le gars a décliné avec plaisir. Le lendemain, Simon est venu voir Yuk en colère, lui demandant pourquoi diable il avait refusé alors que c'était son rêve servi sur un plateau. Yuk a répondu sarcastiquement qu'il n'était pas intéressé, du moins pas avec Thunder Pike. Simon s'est agité et a rejeté la faute de leur récent malheur sur Yuk, mais Yuk lui a rappelé à quel point il lui avait gâché la vie quand il était avec eux. Simon a ensuite déclaré que si les Thunder Pike continuaient ainsi, leur rang baisserait et ils seraient ruinés. Cependant, Yuk a répondu que ce qui arrivait au groupe de Thunder Pike ne le concernait pas, choquant Simon, qui a réalisé qu'il n'y avait plus d'espoir. 2 semaines plus tard,
Yuk a rencontré Ben Wood dans son bureau pour discuter d'autres cas de débordement dans plusieurs autres donjons. Ben Wood a mentionné qu'une bousculade était imminente et que la raison pour laquelle le gouvernement avait dû accepter la demande d'enquête sur les ténèbres achromatiques était liée à cela. Ben Wood a ensuite dit qu'il voulait lancer une quête de nomination pour participer à l'enquête sur le donjon. Yuk a demandé pourquoi il confiait ça à un groupe de rangs et alors que des groupes de rangs y allaient déjà, mais Ben Wood a dit que ces types n'étaient que des mauviettes. Yuk a réitéré la dangerosité du donjon, et juste à ce moment-là, Ben Wood a sorti un parchemin de sortie magique et l'a donné à Yuk, lui disant qu'il le voulait vraiment pour cette quête car il avait confiance en lui. Yuk a finalement dit qu'il en parlerait à son groupe et reviendrait avec une décision. En rejoignant son groupe plus tard ce jour-là, Yuk a révélé qu'il déclinait l'offre, affirmant qu'ils avaient encore beaucoup de chemin à faire avant de s'attaquer aux ténèbres achromatiques. Pendant ce temps, Silk a dit qu'ils avaient ce qu'il fallait pour relever le défi, et comme ils iraient un jour à la porte de l'abîme, c'était la meilleure occasion de repérer le donjon. Les autres filles étaient d'accord, mais Yuk était toujours sceptique, et c'est alors que les filles ont compris qu'il avait peur de les perdre pendant l'aventure. Yuk l'a admis, disant qu'elles étaient le meilleur groupe qu'il ait jamais eu et qu'il ne voulait pas perdre cette expérience. Mais les filles lui ont dit d'avoir foi en elle, car elles voulaient aussi qu'il se rapproche de son rêve. Yuk a été surpris par leur réaction et a accepté de relever la quête. Ils ont donc vu Ben Wood pour lui faire part de leur décision, mais Yuk a dit qu'ils auraient besoin d'un éclaireur pendant la mission. Ben Wood, sachant déjà qu'ils en auraient besoin, a présenté une fille chat enthousiaste nommée Néné et a dit qu'elle les accompagnerait pour la mission. Plus tard, à l'entrée des ténèbres achromatiques, ils ont été surpris de découvrir que le donjon se trouvait juste sous la guilde des aventuriers. Mais Mamaru a expliqué que la guilde des aventuriers avait été construite dessus pour sceller l'entrée du donjon. Alors qu'ils se préparaient à entrer, Ben Wood a annoncé que sur les 3 groupes de rangs participant à la quête, 2 s'étaient désistés et qu'il ne restait que le groupe Thunderpike qui agissait bizarrement lui aussi. Cependant, le groupe Clover était prêt et alors qu'ils entraient, Ben Wood leur a rappelé que leur seule mission était de repérer les lieux et rien d'autre. Le groupe a lancé un stream en direct et a commencé la quête immédiatement. Après avoir marché un peu avec Néné en tête, elle s'est rendue invisible pour repérer les ennemis sur leur route, ce qui a surpris le groupe car cette fille travaillait plus que ce pourquoi elle était payée. Elle est vite revenue sans rien signaler d'anormal, et ils ont continué à marcher. Pendant ce temps, Yuk a révélé que le groupe Thunderpike, qui était entré 2 semaines plus tôt, n'était arrivé qu'au 8e étage. Alors que Bro continuait de jacasser comme d'habitude, Néné a découvert un monstre devant eux, et comme il n'y avait aucun moyen de le contourner, ils n'ont eu d'autre choix que de l'affronter. Grâce à leurs attaques combinées et aux missiles prismatiques de Yuk, ils ont terrassé le monstre d'un seul coup, puis ils ont atteint une zone de repos où ils ont trouvé un coffre au trésor. Néné a entrepris de le déverrouiller, et à l'intérieur, ils ont trouvé des bijoux rares que Yuk a dit à Silk de ranger dans son sac magique. Cependant, Yuk a aussi trouvé une bague dans une boîte noire, ce qu'il a trouvé étrange car il ne parvenait pas à identifier de quel type d'artefact il s'agissait. Il a quand même gardé la boîte et a pensé à la montrer à Ben Wood après la quête, car cela pourrait être un indice sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Ensuite, Yuk a pris la main de Rin et y a passé la bague qu'il avait trouvée, la surprenant car elle avait l'impression qu'il venait de la demander en mariage. Il lui a dit que c'était l'anneau de santé mentale et qu'il était censé stabiliser l'esprit de son utilisateur. Après cela, ils ont bientôt atteint les escaliers menant au 2e étage, et pendant qu'ils s'y reposaient, Yuk a posé la question, demandant à chacun ce qu'il trouvait de bizarre dans le donjon. Marina a suggéré que parmi tous les monstres qu'ils avaient combattus pour arriver ici, le monstre à tête de requin était assez anormal. Néné a approuvé, ce qui a poussé Yuk à dire que le monstre à tête de requin devait être les clés et les coffres qui n'étaient pas enregistrés dans les journaux. Les filles se sont demandé ce qu'il voulait dire par là, et il a expliqué que rencontrer un tel monstre, qui n'était pas à sa place, et trouver un coffre avec des artefacts rares dès le 1er étage du donjon justifiait des soupçons car c'était très inhabituel. Les filles ont immédiatement demandé ce qu'elles devaient faire, mais Yuk leur a dit de se détendre puisque ce n'était que leur premier jour après tout, alors ils sont repartis vers la sortie. Mais sur leur chemin, les Thunderpike sont soudainement apparus. Simon a alors demandé à Yuk pourquoi il avait refusé leur invitation s'il comptait de toute façon finir par descendre ici. Yuk a répondu qu'il était venu parce que le royaume avait confié la tâche à son groupe, contrairement à eux, qui ne cherchaient qu'à flatter leur ego. Les Thunderpike ont recommencé à faire les fiers, disant aux Clover qu'ils devraient être reconnaissants qu'un groupe de rang assoit avec eux. Simon s'est approché de Yuk, lui demandant de lui remettre ses données de streaming et tout ce qu'il avait trouvé jusqu'à présent.
Silk s'est énervée et est intervenue immédiatement, mais les gars de Thunder Pike l'ont insultée parce qu'elle était une elfe noire, car sa race était connue pour un scandale. Cela a mis Yuk en colère alors qu'il s'apprêtait à dégainer son épée, disant que Silk était sa famille, et Simon lui a dit de prendre cela comme une forme d'alliance. Mais Yuk a répondu que l'idée de s'associer aux Thunder Pike lui donnait envie de vomir, ce qui les a choqués. Il a fini par asséner qu'il ne travaillerait jamais avec eux et est parti avec son groupe. Pendant ce temps, le public en ligne sans emploi, tout comme vous, a tout regardé et s'est demandé ce qui se passait. 2 jours plus tard, Benwood a convoqué les Thunder Pike dans son bureau et leur a dit que plusieurs allégations avaient été portées contre eux par les hautes instances du royaume pour leur mauvaise conduite dans le donjon. Cependant, Simon, imbu de lui-même, a maintenu qu'il n'avait rien fait de mal et que le groupe de rang C devrait être sanctionné à la place pour avoir été impoli envers un groupe de rang A. Il a recommencé à dire du mal de Silk, ce qui a poussé Benwood à l'assommer d'un coup de poing comme une mouche. Benwood lui a dit qu'il ne semblait pas avoir réalisé la gravité de ce qu'ils avaient fait et que le royaume pourrait perdre ses liens avec le royaume des elfes à cause de cela. Benwood a attrapé l'imbécile par la gorge et a ordonné qu'il fasse un stream d'excuses pour ce qui s'était passé et qu'il se prépare à perdre leur qualification d'aventurier. Cependant, Simon restait arrogant et affirmait que le groupe de Yuk serait seul et en danger sans eux. Mais Benwood l'a choqué en répondant qu'en ce qui concernait la mission, Clover était de rang A et qu'il n'avait pas besoin de l'aide de ses bons Ariens. Plus tard cette nuit-là, alors que Simon bouillonnait à l'idée de devoir s'excuser honteusement, le gros moche s'est approché de lui pour lui proposer de se venger de Yuk et du groupe Clover tout en obtenant ce qu'il voulait. Simon s'est immédiatement montré intéressé. Ensuite, Marina a dit à Yuk qu'elle avait trouvé comment utiliser la boîte noire qu'ils avaient trouvée, mais qu'elle avait besoin de son aide. Elle lui a dit de tenir la boîte avec elle et de penser à ce qu'il savait d'elle. Alors qu'il fermait les yeux pour s'exécuter, la boîte s'est mise à briller et s'est transformée en épée. Yuk était sous le choc et se demandait comment c'était possible, mais Marina a refusé de lui dire, préférant se jouer de lui. Le lendemain, ils sont entrés dans le donjon pour leur deuxième assaut, avec pour objectif d'atteindre l'escalier du 3e étage et de signaler toute anomalie éventuelle. Au 2e étage, ils sont arrivés à leur grande surprise dans une zone extérieure sous un ciel radieux, se demandant comment cela était possible dans un donjon. Même si les rumeurs disaient que les donjons prenaient parfois la forme d'espaces extérieurs, ils trouvaient cela étrange car cela n'arrivait normalement qu'après une vingtaine d'étages. Il s'est alors demandé si l'anomalie était l'apparition précoce de cet extérieur ou si les étages inférieurs remontaient vers le sommet. Yuk a demandé à Rin d'utiliser son œil télescopique et elle a aussitôt repéré une maison au loin, ce qui était très inhabituel. Ils ont décidé d'aller voir et en s'approchant de la maison, Yuk a remarqué le soleil. Il espérait que c'était un artefact servant de source de lumière alternative, car si c'était un vrai soleil, il devait faire vite avant qu'il ne se couche pour éviter un piège. En arrivant à la maison, ils ont vu qu'elle était neuve, ce qui était d'autant plus troublant qu'on n'est pas censé trouver de maison dans un donjon. Cependant, alors que Yuk observait prudemment en se demandant ce que cela pouvait être, une vieille grand-mère est soudainement apparue. Ils étaient stupéfaits et se demandaient comment elle pouvait vivre dans un donjon. La grand-mère leur a dit que c'était une longue histoire et leur a proposé de s'asseoir à l'intérieur pour discuter. Mais par prudence, Yuk a décliné l'offre, car on ne peut faire confiance à rien dans un donjon. À ce moment-là, le ciel s'est soudainement assombri. La petite maison s'est changée en un grand château, et la grand-mère s'est transformée en un esprit maléfique que Yuk a reconnu comme étant Dame Perséphone, la déesse de la vie et de la mort. Dame Perséphone leur a dit qu'aucun d'entre eux ne sortirait d'ici vivant. En entendant cela, Yuk s'est immédiatement incliné, lui disant qu'il se reverrait quand son temps dans ce monde serait révolu. Elle s'est approchée et lui a touché le visage, disant qu'elle s'en souviendrait. Mais un motif de sortilège a instantanément envahi le visage de Yuk. Yuk a ordonné à tout le monde de fuir avant que leur mana ne soit aspiré, car c'était la terre des morts, et ils ont tous couru vers la zone de repos. Pendant qu'ils se remettaient de cette course-poursuite, Yuk a découvert qu'il était maudit, mais il a rassuré les filles en disant qu'il irait au temple pour se faire désenvoûter une fois rentré. Il a ensuite expliqué qu'ils étaient allés au champ gris, mentionné dans un récit épique, et que la phrase qu'il avait récitée était celle-là même qui avait sauvé la vie du protagoniste de l'histoire. Bro s'est mis à jacasser sur les théories du royaume où ils étaient et comment c'était une caractéristique unique des ténèbres achromatiques. Rin s'étonnait qu'ils vivent déjà tous au 2e étage, mais Yuk a suggéré qu'ils étaient peut-être au 30e, celui conquis par l'avant-garde il y a 20 ans. Il a ajouté que le 2e étage qu'il voyait n'était peut-être pas celui des archives. En entendant cela, Marina a déclaré que l'hypothèse de Rin pourrait être correcte. Ce n'était pas que le donjon changeait d'aspect, mais qu'ils étaient envoyés vers d'autres étages depuis les escaliers.
Yuk se demandait quoi faire et pensait qu'il devait sortir vite, mais les filles lui ont dit de se détendre. Elles ont suggéré de se reposer d'abord pour reprendre des forces et qu'ensuite ils verraient quoi faire. Ils ont tous dormi, mais quelques rêves plus tard, Yuk a été réveillé par un coup de pied de Simon. Il a réalisé qu'il avait été ligoté et que les autres filles gisaient là, inconscientes. Ce gros idiot a aussi montré que Rin portait un collier d'esclave et qu'avec ça, il pouvait l'obliger à faire tout ce qu'il voulait. Simon a alors sorti un formulaire déclarant que le groupe Clover était responsable de tout ce qui s'était passé ce jour-là et a dit à Yuk de signer. Comme Yuk refusait, Thunder Pike a menacé de forcer Rin à les servir de façon coquine ou de lui faire subir un sort funeste pour prouver qu'il ne plaisantait pas. Yuk a été contraint d'accepter de signer le document, mais au moment d'apposer sa signature, un terrible tremblement de terre a commencé. Yuk a prévenu qu'il devait partir immédiatement car le donjon perdait sa stabilité, mais Simon ne pensait qu'à la signature. La secousse est devenue plus violente et le sol sous eux s'est fissuré, faisant tomber Simon et ses acolytes. Yuk a couru vers ses filles pour les réveiller, mais elles étaient bien trop assommées. Il a essayé de récupérer sa magie, mais a aussi réalisé que Simon s'en était emparé. Le sol s'est soudainement effondré aussi, mais Jamie les a fait atterrir en douceur, choquant le reste de Thunder Pike qui se demandait de quel côté elle était. Soudain, des orques sont apparus, et Jamie a immédiatement attrapé le sac magique de Yuk pour le lui donner. Yuk a vite utilisé un parchemin pour empêcher les orques d'approcher pendant que Jamie levait le sort de sommeil des filles. Mais alors que Yuk se résignait à utiliser le parchemin de sortie pour les téléporter hors du donjon. Il a dit à Jamie de sauver Simon et les autres aussi. Elle a été choquée et a demandé pourquoi il faisait ça après toutes les horreurs qu'il avait commises. Mais Yuk a répondu que c'était à la loi d'en décider. Cependant, avant que le parchemin ne s'active, Simon a saisi Rin et a menacé de la tuer. Voyant cela, Yuk s'est demandé quoi faire car il ne pouvait pas lancer d'autres sorts en créant le portail. Mais Jenny a alors renversé Simon et l'a plaqué au sol, libérant Rin par la même occasion. Simon l'a repoussé et a tenté d'atteindre le portail, et quand ses alliés l'ont supplié de rester, il les a assommés. Voyant cela, Jamie a lancé une attaque qui a paralysé Simon, permettant à Yuk et aux filles de s'enfuir. Alors que les orques approchaient du groupe Thunder Pike, Simon, n'ayant plus d'autre choix, s'est injecté le contenu d'une fiole qui l'a transformé en monstre. De retour à leur base, Clover et Benwood ont vu un message de Jamie pour Yuk, où elle s'excusait pour le mal que Thunder Pike lui avait fait alors qu'il tentait de les protéger. Elle a confié envier sa relation avec son nouveau groupe et a exprimé le souhait d'être invitée à les rejoindre. Elle a aussi révélé que tous les méfaits de Thunder Pike étaient enregistrés sur la gemme magique. Yuk s'en est voulu de l'avoir laissé mourir, mais ses compagnons lui ont dit que ce n'était pas sa faute. Benwood a alors révélé avoir reçu un signal de détresse du donjon. C'était la voix de Jamie les prévenant des ténèbres achromatiques. Benwood a dit à Yuk qu'il hésitait à envoyer de l'aide, et Yuk s'est porté volontaire pour y aller seul. Benwood lui a rappelé qu'il n'était pas rétabli, mais Yuk insistait, affirmant que Jamie était son ami. Il a même demandé un autre parchemin de sortie, mais Benwood a répondu qu'il déciderait d'envoyer de l'aide ou non. Après le départ de Benwood, Yuk a décidé de sauver Jamie seul, mais ses amis ont insisté pour l'accompagner car il lui devait la vie. Rin a ajouté que lorsque le collier d'esclave lui a été mis, elle était la plus menacée, mais Jamie l'a sauvée. Pendant qu'elle parlait, Yuk a lancé un sort noir, et le collier d'esclave s'est brisé net, choquant tout le monde. Yuk a alors dit avoir appris de nouveaux sorts et compétences depuis que Perséphone l'avait maudit. Il a alors compris que la marque sur son visage faisait de lui son disciple, suggérant qu'elle l'avait pris en affection ce jour-là. Alors qu'il s'apprêtait à partir sauver Jamie, on a soudainement frappé à leur porte. C'était ce gros monsieur moche. Il a essayé de faire le fier, pensant que Thunder Pike avait réussi et qu'il allait devenir leur patron, mais ils l'ont immédiatement remis à sa place. Rin lui a mis le collier d'esclave au cou et lui a ordonné de ne plus jamais l'approcher. Yuk s'est ensuite approché pour lui lancer une malédiction, son sang bouillirait dès qu'il s'approcherait de Rin. Ensuite, Clover a commencé les préparatifs, mais il leur manquait l'élément crucial pour la mission, le parchemin de sortie. C'est alors qu'un certain Lucent a frappé à leur porte en demandant à voir Yuk. Il lui a remis le parchemin et lui a demandé pourquoi il retournait dans les ténèbres achromatiques. Lucent a été impressionné par sa réponse et lui a dit qu'il était ravi qu'il connaisse l'essentiel pour un aventurier. Après son départ, les filles lui ont dit que Lucent avait autrefois perdu la moitié de son groupe dans un donjon, faisant réaliser à Yuk que c'était pour ça qu'il lui avait donné le parchemin. Ensuite, alors qu'il s'apprêtait à retourner dans le donjon, Benwood leur a demandé si c'était vraiment ce qu'il voulait faire,
et Yuk a répondu qu'il devait sauver Jamie à tout prix. Benwood a alors demandé comment il comptait localiser Jamie, puisque le donjon menait toujours à des endroits différents à chaque fois. Yuk a alors expliqué qu'il pensait que l'endroit où le donjon menait un aventurier dépendait de son subconscient. Ainsi, quand Benwood et son groupe ont exploré le donjon, il leur a semblé très difficile parce que c'était ce à quoi ils s'attendaient. De plus, le groupe Clover a vécu la chose la plus anormale parce qu'ils y sont allés avec l'idée de chercher des anomalies dans le donjon. Ils sont partis après cela, et comme Yuk s'en doutait, le donjon les a menés à une tour où se trouvait Jamie. Ils ont vu des taches de sang sur le sol et ont couru dans cette direction pour découvrir qu'elle était déjà gravement blessée. Alors qu'ils essayaient de s'occuper d'elle, Simon est soudainement apparu, les choquant car il ne devrait pas être en vie. C'est alors qu'ils ont senti une énorme aura maléfique émaner de lui et ont réalisé qu'il s'était transformé en mort-vivant. Simon a attaqué immédiatement et Marina s'est avancée pour lui faire face, lui coupant la main au passage, mais Simon a régénéré sa main instantanément. Voyant qu'il ne pouvait pas mourir, Yuk s'est lancé dans un combat intense avec lui, et peu importe combien de fois Yuk le touchait, Simon continuait de se régénérer. Yuk a donc décidé de lancer son attaque ultime, la version améliorée du missile prismatique, couplée à la magie maudite de Perséphone, mais Simon l'a absorbée comme si de rien n'était. Cependant, alors qu'il pensait que ce n'était qu'une autre attaque faible qui ne pourrait pas l'achever, son corps a soudainement commencé à éclater comme du popcorn. Et Yuk a expliqué que même si cela n'allait pas l'éliminer, le sort était conçu pour continuer jusqu'à ce que la cible meure, ce qui signifiait qu'il resterait à jamais dans cet état instable. Simon l'a supplié, lui rappelant qu'ils étaient amis d'enfance, mais Yuk n'a pas bronché et est allé soigner Jamie qui était mourante. Ensuite, plusieurs rôdeurs de l'ombre sont apparus et ont commencé à se repaître de Simon alors que Yuk disait tristement son dernier adieu à celui qui était autrefois son ami. Une semaine plus tard, à la guilde des aventuriers, Benwood a annoncé au groupe Clover qu'ils seraient suspendus d'aventure pendant un mois avec leur score réduit en guise de punition pour être allés au donjon après qu'il ait été scellé. En tant que maître de guilde, son salaire serait également réduit pour avoir laissé cela se produire sous sa surveillance. Quant à Jamie, ses qualifications d'aventurière lui seraient retirées pendant une année entière pour son implication avec Thunder Pike. Une semaine plus tard, Yuk a rencontré Mamaru pour lui dire qu'il aimerait inviter formellement Néné à rejoindre leur groupe, et elle a rougi, mais a demandé s'il était sûr que Néné pourrait les suivre. Yuk a répondu que Néné s'en sortait si bien qu'il avait même oublié qu'elle n'était avec eux que de manière temporaire. En entendant cela, Mamaru a accepté et a dit qu'elle s'occuperait des papiers immédiatement, mais il a demandé s'il ne devrait pas d'abord en informer Néné. Mamaru a ri et est allé ouvrir la porte immédiatement, et Néné est tombée face contre terre dans la pièce. Elle était en train d'écouter aux portes. Néné s'est immédiatement excusée, mais Yuk lui a dit de se calmer et de donner enfin une réponse à sa demande. Néné lui a donc dit qu'elle cherchait un moyen de lui dire qu'elle voulait en faire partie, mais qu'elle ne voulait déranger personne. En entendant cela, Yuk l'accueillit aussitôt dans sa collection de waifu. Mamaruru fit enfin ses adieux à Néné d'un câlin avant de la confier à Yuk. En sortant, Néné remit à Yuk une lettre de Silk. Après l'avoir lue, il la garda et leur demanda d'aller voir Jamie sans plus attendre. Pendant ce temps, Jamie s'affairait à des trucs d'un niveau assez étrange. Ils frappèrent à sa portée. En entrant, Yuk la félicita pour son incroyable efficacité. La pièce était restée à l'abandon si longtemps que Jamie l'a réorganisée pour en faire sa nouvelle base. Elle dit à Yuk qu'il lui faudrait une semaine pour tout ranger, ce qui choqua Néné, car pour elle, cela aurait pris une année entière. Jamie remercia ensuite Yuk de lui avoir donné l'opportunité de travailler à la guilde. Ensuite, Yuk lui dit que Silk voulait qu'elle vienne au quartier général une fois finie. Comme Jamie avait presque terminé, elle les accompagna. En chemin, ils se mirent à parler de la neige, ce qui rappela instantanément à Yuk les moments où il jouait avec Simon dans la poudreuse. Son humeur changea d'un coup, les filles lui demandèrent ce qui n'allait pas, mais il ne dit rien. Pourtant, elles savaient ce qu'il pensait et lui demandèrent s'il réalisait qu'il inquiétait tout le groupe. Arrivé à la maison, Yuk décida de jouer les gentlemen pour une fois en disant « les dames d'abord ». Mais les filles furent surprises, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Cependant, en ouvrant la porte, ils tombèrent sur une fête surprise organisée pour les accueillir au sein du groupe Clover. Elles se sentirent trahies par Yuk, qui était au courant depuis le début, mais il leur dit qu'il n'avait pas le choix. Si Néné était ravie d'être enfin là, Jamie se sentait indigne car elle et les Thunder Pike avaient toujours été méchants avec lui. Mais elles lui dirent de ne pas s'en faire et de repartir sur de nouvelles bases en tant que groupe, ce qui lui mit les larmes aux yeux. La fête se poursuivit par un grand festin. Pendant le repas, Marina fit remarquer qu'ils étaient désormais 6,
et que le nom Clover n'était plus adapté. Mais Jamie précisa que c'était toujours approprié, car il existait des variétés spéciales de trèfle à 6 feuilles. Plus tard, alors que Luke raccompagnait Jamie, ils se remémorèrent leur début chez les Thunderpike avant que tout ne s'écroule. Hugh dit à Jamie qu'il était devenu ce qu'il est grâce aux Thunderpike, mais Jamie répondit que ce groupe n'existait plus. Hugh pensait que c'était sa faute, mais Jamie dit qu'ils étaient tous responsables pour avoir confondu son aide avec leur propre force. Hugh insista sur le fait qu'il aurait dû essayer de se faire comprendre, mais elle lui dit qu'il n'aurait pas écouté, n'ayant compris son rôle qu'après son départ. Jamie s'excusa à nouveau et demanda à tout recommencer, promettant de faire de son mieux pour aider le groupe. Hugh rentra chez lui et trouva Rin en train de faire la vaisselle, alors il lui proposa son aide. Pendant qu'il lavait, elle lui dit que c'était amusant, car on aurait dit de jeunes mariés, ce qui le rendit tout gêné. Ils eurent un moment de tendresse, puis Rin dit à Hugh qu'elle attendrait sa réponse avant de lui faire un bisou. Soudain, ils entendirent la voix d'une des filles et Hugh s'éclipsa rapidement, mort de honte. Après un mois sans partir à l'aventure, Hugh retourna à la guilde pour saluer Mamaruru. C'est alors que Mamaruru lui révéla qu'un nouveau donjon avait été découvert en ville, mais que le public n'était pas encore au courant. Hugh fut choqué d'apprendre cela, car ce n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Il a demandé où il avait été trouvé, et elle lui a dit qu'il se trouvait au bord d'un lac près de la cité marchande de Duna. Elle a ensuite suggéré que lui et son groupe s'en servent pour leur stream de retour, car le royaume avait spécifiquement demandé qu'ils soient les premiers à enquêter suite à leur exploit à Chromatic Darkness. Hugh était sous le choc et lui a dit qu'il devait en parler à son groupe avant de prendre une décision aussi importante. Le gars est rentré chez lui après ça, et dès qu'il a approché Marina, elle lui a dit que sa tête indiquait qu'il venait de leur dégoter une super quête. Il s'est demandé comment elle savait, et elle lui a répondu qu'il était facile à lire. Après ça, il a croisé Ren, qu'il a aussi tout de suite deviné rien qu'à son expression. Quand il a vu Silk, elle a dit la même chose, et Hugh a compris qu'il était grillé car il comptait leur annoncer ça au dîner. Il a donc décidé de tout révéler à Silk, ce qui l'a surprise, et elle lui a dit que ce serait un excellent retour pour le groupe. Elle l'a encouragé à aller accepter la quête et à obtenir tous les détails, puisqu'il était leur chef et qu'ils comptaient tous sur lui. Avant qu'il ne parte, elle l'a taquiné en disant qu'elle aimerait aussi être chouchoutée comme Rain, mais elle a vite fait passer ça pour une blague. Sur ce, il a couru à la guilde, excité par cette nouvelle expérience, accepter une quête confiée spécifiquement à leur groupe par le royaume. Ensuite, ils sont partis en mission et après 2 semaines de voyage, ils ont enfin atteint Duna, la cité marchande qui allait devenir leur base d'opération temporaire. Dès qu'elles ont mis les pieds au marché, les filles sont passées en mode touriste, admirant toutes les boutiques chics comme si elles découvraient le capitalisme. Hugh, en chef de groupe responsable et ayant probablement faim, a suggéré de goûter la cuisine locale avant de se lancer tête baissée dans leur mission. Rin a remarqué que l'endroit grouillait d'aventuriers venus de partout, et Hugh a vite compris que la rumeur sur le nouveau donjon s'était déjà propagée. Le groupe le plus voyant était celui des saltimbanques, et Hugh a expliqué que ces gens étaient obsédés par la lignée et le statut social. Portant des tenues spéciales, Marina a aussi suggéré qu'ils prennent des équipements assortis pour que tout le monde sache qu'ils forment un groupe. Tout le monde était emballé par l'idée, et Hugh a promis de concevoir quelque chose, même s'ils réfléchissaient déjà à comment rendre leurs accessoires assortis vraiment utiles. L'étape suivante était la guilde des aventuriers, où Hugh et Silk sont allés voir le grand patron pendant que le reste de l'équipe se détendait au pub comme des adultes responsables. Le maître de la guilde s'est avéré être une vieille peau nommée Maniela qui semblait avoir connu des décennies bien meilleures. Silk a commencé à la cuisiner sur les détails de leur mission et la vieille femme leur a dit en gros qu'ils avaient carte blanche pour explorer et garder tout le butin trouvé. Pendant que Silk gérait les affaires, Hugh n'arrêtait pas de fixer Maniela comme s'il essayait d'évaluer son niveau de puissance. La vieille femme l'a recadré pour son impolitesse avec ses tentatives d'évaluation évidentes, et Hugh s'est vite excusé. Mais Maniela a alors lâché une bombe qui a laissé Hugh bouche bée. Il s'est avéré qu'elle n'était pas juste un maître de guilde quelconque, mais une aventurière légendaire qui avait atteint le dernier étage du donjon d'Achromatic Darkness. Elle a ensuite révélé qu'elle avait fait partie du même groupe que Benwood et Saga, l'oncle de Hugh. Hugh a été profondément ébranlé en entendant cette révélation. Maniela lui a dit d'arrêter d'être si nerveux avec elle, leur a souhaité bonne chance et leur a remis un plan pour se rendre à leur hôtel. Hugh est revenu et a trouvé Marina et les filles face à un groupe de types de Salmutaria qui ne cherchaient que les ennuis. Les Salmutariens communiquaient, mais en même temps non, car personne ne comprenait leur langue. Hugh s'est précipité pour calmer le jeu, et Marina lui a vite expliqué que ces crétins voulaient forcer les filles à les servir et à faire des choses pas très catholiques. Hugh a compris que ces idiots draguaient lourdement ses équipières, et pour calmer le jeu,
il a lâché dans un salmutarien approximatif que toutes les femmes de son groupe étaient ses épouses et qu'il s'occupait d'elles chaque nuit. En entendant ça, les salmutariens ont su que c'était le patron et ont tout de suite déguerpi. Pendant ce temps, seul Rain avait compris ces paroles, alors que les autres se demandaient pourquoi les étrangers semblaient soudain terrifiés. Une fois la tension retombée et la foule dispersée, Rain et Néné étaient toujours furieuses, et Yuk a conduit son groupe perplexe à l'hôtel. En chemin, il a expliqué le cauchemar culturel de la société salmutarienne, où les femmes sont traitées comme des objets, ce qui explique pourquoi ces ivrognes ont été si insistants. Mais le revers de la médaille, c'est que Salmutaria punit sévèrement le vol de propriété d'autrui, alors quand Yuk a dit quelles étaient ces femmes, ils ont reculé pour éviter les ennuis. Marina était ravie et a exigé que Yuk se dépêche de fabriquer les capes assorties pour que tout le monde sache qu'elles lui appartenaient. Pendant ce temps, Rain a dit à Yuk que son niveau de salmutarien était nul, mais au lieu de lui expliquer son erreur, elle s'est mise à ricaner comme une folle. Ils sont enfin arrivés à l'hôtel, où la gérante elfe s'est avérée être une fan absolue du groupe Clover. Elle leur a dit que la guilde payait tous les frais, donc ils pouvaient commander ce qu'ils voulaient sans se soucier de l'addition. Tout l'hôtel leur était réservé, et ils pouvaient en choisir n'importe quelle chambre au premier étage avant de s'installer. La gérante a décidé de leur montrer l'atout de l'hôtel, une source thermale dans l'arrière-cour. Seul Néné en avait déjà vu une, et elle a expliqué avec enthousiasme comment ça marchait, invitant tout le monde à se détendre avant le dîner, comme le groupe d'aventuriers soudés qu'ils étaient. Le lendemain matin, Yuk et Silk ont tenu une réunion stratégique pour planifier leur exploration du donjon. Ils ont décidé de garder la même méthode que pour le donjon des ténèbres achromatiques, à savoir tout diffuser en direct pour le monde entier. Leur mission était d'explorer jusqu'au 5e étage, après quoi le donjon serait ouvert au public. Silk a résumé le peu d'infos qu'ils avaient et a précisé qu'ils devaient faire vite car 2 autres groupes avaient la même mission. Mais Yuk, en leader responsable, a dit à son groupe de ne pas stresser à cause de la concurrence. Les autres équipes étaient plus expérimentées et vouloir faire la course les enverrait sûrement tous directement au paradis. Son plan était d'atteindre le 2e étage le premier jour, puis de revenir explorer le premier pour mieux comprendre ce qui les attendait plus bas. Il a aussi prévenu Néné que son artefact de flux d'air serait inutile dans un donjon aquatique et qu'elle devait trouver une autre méthode de navigation avant d'entrer. Silk a conclu la réunion en disant à tout le monde de finir les préparatifs avant la fin de la journée car ils partiraient dès l'aube. Le lendemain arriva et ils se rendirent à l'entrée du donjon où Manuela les attendait dans un centre d'observation. Marina demanda le nom du donjon, mais Manuela révéla qu'il n'en avait pas encore car personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Elle suggéra que le groupe Clover pourrait le nommer, ce qui motiva tout le monde à l'idée de marquer l'histoire. L'excitation à son comble, ils se dirigèrent vers l'entrée et Yuk lança son live pour annoncer que le groupe Clover allait explorer un tout nouveau donjon. L'équipe entra enfin dans le donjon, impatiente de découvrir quels monstres ils allèrent croiser dans leur nouveau terrain de jeu. Néné revint en disant qu'elle avait trouvé quelque chose d'inconnu, ce qui choqua Yuk, puis elle leur montra des chaînes flottantes via un miroir. Yuk n'avait jamais rien vu de tel non plus, mais il décida que la meilleure chose à faire était d'attaquer cette chose flottante. Il boosta le groupe avec sa magie, et ils chargèrent le monstre de chêne, qui devint agressif dès qu'ils s'approchèrent de lui. Yuk utilisa son attaque fétiche pendant que Marina et Néné attaquaient au corps à corps, mais leurs coups n'eurent aucun effet. Yuk déchaîna plusieurs magies, ce qui cloua au sol le monstre de chêne flottante. Quand le monstre tenta de riposter, Rain intervint avec la foudre, suivi de Marina qui lança son coup ultime, tranchant les chaînes et le cœur du monstre. Après le combat, Yuk se demanda ce que c'était et demanda l'avis de Rain et Silk, mais elle l'ignorait aussi. Yuk laissa donc les savants s'en charger et ramassa des morceaux. C'est alors que Rain vit quelque chose briller, et Yuk ramassa un anneau mystérieux que sa compétence d'évaluation ne put décoder, alors il le garda. Néné partit en éclaireuse pendant que les autres réfléchissaient à l'étrangeté de cette première rencontre. Marina confia qu'elle sentait que le monstre était humain, ce que sa compétence de samouraï lui permettait apparemment de ressentir. Rain confirma, notant que les monstres normaux lâchent des pierres magiques en mourant, mais que cette chose n'avait rien laissé. Peu après, Néné revint avec une nouvelle incroyable, elle avait trouvé l'escalier du 2e étage, mais il montait au lieu de descendre. Entre-temps, Néné avait aussi découvert un bureau qui semblait totalement déplacé ici. Yuk trouva un livre dans un tiroir, et après que Rain eut confirmé qu'il n'était pas maudit, il l'ouvrit pour y trouver une langue inconnue et incompréhensible. Ils décidèrent de faire une pause près de l'escalier, mais quand Yuk vit les lumières de la zone sûre, il fit un choc post-traumatique. Les lumières lui rappelèrent de son combat contre Simon, et il coupa le live, disant qu'il devait se reposer, ne voulant pas qu'on le voie craquer. Après une sieste sur les genoux de Rain,
Yuk se réveilla et expliqua à son groupe inquiet que les lumières avaient réveillé son traumatisme lié à Simon. Toutes les filles l'entourèrent aussitôt, lui offrant leur melon juteux pour le consoler, mais Yuk les assura qu'il allait mieux. Ensuite, ils montèrent au 2e étage et se retrouvèrent dans ce qui ressemblait à une ville bien entretenue, rappelant à Yuk les ténèbres achromatiques. Il comprit que quelque chose clochait et dit qu'il devait partir quand soudain une voix se montra d'accord avec lui. Le groupe s'est vite mis en position alors qu'un vieux sorcier apparaissait de nulle part. Il s'est présenté comme Logi, prétendant être un pauvre vieux délaissé dans ce monde brisé. Quand Yuk a demandé pourquoi il vivait dans le donjon, Logi a semblé amusé qu'il considère cet endroit comme tel. Il leur a dit que cette ville s'appelait autrefois la Cité de la Joie, mais que les choses avaient bien changé depuis. Pourtant, il affirmait que le roi et tous les citoyens étaient toujours là, mais sans pouvoir l'expliquer à leur petit cerveau. En disparaissant, il a appelé Yuk par son nom complet, ce qui l'a terrifié car il ne s'était jamais présenté. La paranoïa de Yuk a explosé quand il a senti la malédiction de Perséphone s'activer, et il a dit à tous de déguerpir au plus vite. Mais Marina a alors repéré une jeune fille inconsciente allongée sur le sol. Ils sont sortis du donjon, et Yuk est allé débriefer avec la vieille Manuela et les érudits royaux sur tout ce qu'ils avaient vu. Étonnamment, l'érudit lui a dit que Logi n'apparaissait pas sur les images du direct, suggérant que le groupe avait halluciné. Manuela a emmené Yuk marcher et a révélé que le groupe de filles explorant le donjon avait arrêté car la moitié était tombée malade. Elle a demandé son avis à Yuk sur le donjon, et il a dit que c'était un autre monde, comme les ténèbres achromatiques, voire pire. Manuela a semblé d'accord et lui a dit de faire confiance à son instinct. Après le départ de Manuela, Yuk a trouvé Ren totalement dévastée car elle avait reçu une lettre de son grand-père. Ren a craqué et a révélé son passé tragique. C'était une fille illégitime dont la mère fut chassée de sa noble famille dès qu'elle tomba enceinte. Après la mort de sa mère, Ren a intégré l'académie de magie et est devenue aventurière. Mais son grand-père, qui n'avait jamais reconnu son existence, exigeait soudainement qu'elle rentre à la maison. Alors que Ren pleurait, Yuk a lu la lettre et a découvert que son grand-père l'avait mariée au second prince de Salmuteria. La lettre la traitait de bâtarde et lui disait d'être reconnaissante de servir la famille, ce qui a mis tout le monde en colère. C'est alors que Marina a proposé une solution toute simple, ignorer complètement cette lettre. Elle a souligné que le nom de Ren n'y figurait pas, il pouvait donc prétendre qu'elle ne lui était pas destinée. Ça semblait ridicule, mais Yuk était totalement partant pour ce plan. Il a brûlé la lettre, déclarant qu'il n'y avait plus de preuve de réception, ce qui a tant soulagé Ren qu'elle l'a serré en pleurant. Ensuite, Yuk a emmené Ren discuter en privé et lui a dit qu'il avait une idée folle pour la sauver de sa famille toxique. Il lui a soudainement demandé de l'épouser, expliquant qu'ainsi elle deviendrait sa propriété selon la loi de Salmuteria, empêchant qu'on l'emmène. Ren n'a pas hésité une seule seconde et a accepté de devenir la femme de Yuk, même si ce n'était que pour la forme. Le lendemain, Manuela a informé Yuk que son mariage était approuvé, et elle était sûre que cela ne resterait pas fort longtemps. Le mariage réglé, Yuk et ses filles sont retournés au donjon pour explorer la ville mystérieuse du 2e étage. Nini est partie en éclaireuse comme d'habitude et est revenue immédiatement avec des nouvelles urgentes. Ils ont couru là-haut pour ne trouver qu'un gigantesque cocon effrayant. Chaque pilier portait un seul cocon, et Ren a détecté du mana sombre et corrompu qui en émanait, une énergie qui lui rappelait le monstre à chaîne qu'ils avaient rencontré auparavant. Nini s'est portée volontaire pour explorer les cocons, mais alors qu'elle s'approchait, les motifs en forme d'œil sur leur surface l'ont hypnotisée. Une gueule béante s'est soudainement ouverte au centre du cocon, s'élançant pour la dévorer tout entière, mais Yuk a réagi rapidement, la mettant à l'abri. Yuk a réalisé qu'il devait affronter ces créatures à distance. Marina a dégainé son arbalète avec enthousiasme pendant que Yuk ordonnait à Silk d'utiliser ses talents d'archère, et il a demandé à Ren d'utiliser la magie de glace. Après avoir utilisé son enchantement physique sur tout le groupe, il a chargé vers les piliers. Les créatures des cocons ont tenté de l'envoûter avec leur regard hypnotique, mais Yuk a répliqué avec un sort d'aveuglement, puis a enchaîné avec un enchantement de cécité plus puissant pour garder leurs yeux fermés. Marina et Silk ont immédiatement décoché leurs flèches, éliminant 3 des 4 monstres. Cependant, quand Ren a lancé sa magie de glace sur la dernière créature, elle s'est avérée inefficace. Marina a décidé de s'occuper elle-même de l'Izeke, chargeant le monstre avec sa technique ultime pendant que Nini et Yuk lui apportaient leur soutien. Ces monstres ont aussi laissé tomber des anneaux d'or, et le groupe s'est demandé pourquoi ils continuaient à en laisser tomber au lieu des gemmes magiques habituelles que Yuk avait remarquées. Marina se tenait là en silence et il lui a demandé si elle allait bien, mais elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Comprenant son inquiétude, Yuk a suggéré qu'ils se reposent dans un bâtiment voisin et a temporairement interrompu leur diffusion en direct.
Pendant leur pause thé improvisée, Marina a révélé sa troublante découverte. Lorsqu'elle avait abattu le monstre du cocon, elle avait eu l'impression de trancher de la chair humaine. Plus troublante encore, le pilier qu'elle avait détruit en même temps que la créature lui avait procuré la même sensation. Elle a ajouté que cela pourrait être dû à sa capacité de samouraï, qui n'était pas encore arrivée à maturité, alors Yuki lui a suggéré de tester sa capacité sur quelque chose dans la pièce. Mais Marina a expliqué qu'elle avait déjà essayé sans résultat probant. Silk a ajouté ses propres inquiétudes, mentionnant que les esprits ne communiquaient pas correctement avec elle dans cet endroit, le champ de tombe dans les ténèbres achromatiques. Ren était d'accord, notant le mana anormal dans la région. Yuk a reconnu leur malaise collectif et a proposé qu'ils montent sur le toit pour avoir une meilleure vue de la ville avant de continuer. Depuis leur position surélevée, il a annoncé qu'ils exploreraient le château central ce jour-là et termineraient leur mission pour la journée. Alors qu'ils se frayaient un chemin dans les rues silencieuses vers le château, ils s'inquiétèrent de l'absence de tout signe de vie. Cela leur a rappelé leur rencontre avec Logi, mais Yuk a conclu qu'il devait s'agir d'une hallucination. Cependant, Ren n'était pas d'accord, leur montrant l'anneau de santé mentale qu'il lui avait donné, un objet de protection qui l'immunisait contre les effets mentaux. Cela a convaincu les autres que Logi était réel, et comme il n'était pas apparu sur leur diffusion en direct, ils ont supposé qu'il interférait d'une manière ou d'une autre avec leur équipement d'enregistrement. Ils ont bientôt trouvé Logi qui les attendait à la porte du château, et ont exigé de savoir ce qui n'allait pas dans la ville. Mais il a répondu que la ville allait parfaitement bien. Yuk l'a pressé de questions pour savoir si les monstres qu'ils avaient combattus étaient humains. Logi s'est lancé dans un jargon philosophique sur la nature de l'humanité au lieu de donner une réponse directe. Frustré par cela, Ren a posé des questions sur les anneaux d'or, mais le gars a continué à jacasser sans donner de réponse concrète jusqu'à ce qu'ils disparaissent plus tard, affirmant qu'ils se reverraient. Les portes du château s'ouvrirent et ils décidèrent de faire une exploration rapide avant de partir. Plus tard, Yuk analysa les images enregistrées et le plan du château avec le superviseur des érudits royaux, le vicomte Bodman et Manuela. Ils acceptaient désormais que Logi n'était pas une hallucination, et Manuela félicita Yuk pour son travail. Bodman présenta son rapport sur les anneaux d'or, confirmant qu'ils étaient d'origine humaine, et Yuk répondit que cela confirmait les dires de Marina. Manuela expliqua que si les monstres du donjon étaient vraiment d'origine humaine, ils devraient en restreindre l'accès aux seuls aventuriers qualifiés. Quand Yuk révéla que Marina avait aussi senti une essence humaine dans les piliers, Manuela et Bodman furent tous deux choqués. Bodman parla ensuite du groupe d'aventurières qui avaient tenté le donjon mais n'avaient pas progressé car ses membres étaient tombés malades. Il révéla que même les spectateurs de leur direct avaient eu des symptômes similaires, allant d'une légère fièvre à des accès de violence. Bodman soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec la diffusion elle-même. Cela rappela à Yuk que Logi appelait le deuxième étage du donjon la cité souillée par le crépuscule. Il était convaincu que la lumière dorée émanant de la ville causait ces problèmes, bien qu'il ne puisse pas encore le prouver. Bodman expliqua que le pays mettrait du temps à décider du sort du donjon et que le groupe de Yuk devrait y retourner pour explorer. Après avoir accepté de rester, Yuk quitta la tente de réunion et croisa Néné, venu l'informer en hâte que la fille sauvée du donjon s'était réveillée et brillait. Yuk arriva vite à la tente et fut stupéfait de voir la fille flotter dans les airs, rayonnant d'une lumière dorée pure. La jeune fille dit à Yuk qu'elle l'attendait et se présenta comme l'ancienne prêtresse dorée. Elle révéla que son monde courait un danger imminent à cause d'un événement appelé l'élagage, la destruction de presque toute vie sur leur planète. La prêtresse expliqua que, comme la cité du donjon, leur monde serait bientôt consumé par le crépuscule doré et deviendrait sans vie. Cependant, comme le groupe de Yuk avait franchi des frontières dimensionnelles dans le donjon des ténèbres achromatiques, il résistait en partie au crépuscule. Tant qu'il ne s'aventurait pas trop profondément dans la zone crépusculaire, il ne serait pas corrompu. Elle les pressa de retrouver Logi, car il possédait des connaissances cruciales. Et quand les filles protestèrent que le discours du vieil homme n'était que du bavardage, la prêtresse insista pour qu'elle lui tire les vers du nez. Ren demanda pourquoi la prêtresse partageait ces informations, et elle révéla que la tragédie était due à une faute de leur civilisation. L'avidité de leur roi pour une éternité dorée avait créé le phénomène destructeur du crépuscule. La prêtresse implora alors d'arrêter le roi doré et de détruire son trésor, affirmant que c'était le seul moyen d'éviter la fin de leur monde. Sur ce, l'éclat doré s'estompa, et elle se transforma en une humaine ordinaire nommée Rune. Sa personnalité changea du tout au tout, et elle expliqua que la femme qui avait parlé n'était pas elle. En fait, la prêtresse utilisait parfois son corps pour communiquer avec les autres. Réalisant la gravité de la situation, Yuk décida d'informer immédiatement ses supérieurs. Une semaine plus tard, il fut convoqué par le directeur de l'Académie royale, venu au centre de recherche après avoir lu le rapport de Bodman. Le directeur montra à Yuk des fresques anciennes gardées au palais des trésors royaux, dépeignant un héros combattant un monstre pour sauver le monde.
Le directeur expliqua que de nombreux mondes parallèles existaient aux côtés du leur et que parfois ces mondes entraient en collision. Lorsque cela se produisait, un monde était détruit et on appelait cela l'élimination. Le directeur dit qu'il semblait que le roi doré tentait délibérément de faire entrer son monde en collision avec le leur et qu'il devait prendre des mesures de protection d'urgence. Il dit à Hugh que selon les peintures murales, chaque fois qu'un monde faisait face à l'élimination, un héros était choisi pour le sauver. Puisque Hugh avait découvert la vérité sur la cité dorée et l'élimination, le directeur le déclara comme étant leur héros élu. C'était désormais son destin de sauver leur monde de la destruction. Hugh fut sous le choc. Serait-il capable de sauver le monde? Si vous avez aimé ce récapitulatif, cliquez sur le bouton j'aime et écrivez trèfle dans la section des commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'actions et d'aventures pleines de rebondissements. Si vous voulez un autre récapitulatif d'animé comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.